Très bien, les amis, bon lundi. Je sais que ça vous a manqué que je dise ça. Vous m'avez tellement manqué. Honnêtement, j'avais l'impression de rater mes séances de thérapie. Je pouvais simplement vous raconter ce qui se passait. Et il s'est passé tellement de choses depuis que je ne suis plus à l'antenne. Ça ne fait que 2 semaines. Je pourrais vous raconter n'importe quoi. J'adore le chat en direct en ce moment. Les gens qui devinent, il y a déjà une personne qui pense que je suis déjà de nouveau enceinte. Mais j'ai bien eu un bébé au cours des 2 dernières semaines. Aussi, quelqu'un a essayé de me tuer au cas où vous auriez raté ça. Imaginez que le FBI me contacte. J'ai aussi eu la visite du service de protection de l'enfance chez moi parce que j'ai refusé les vaccins à l'hôpital et que je suis partie plus tôt. Quoi que cela veuille dire, le bébé est à moi. Et bien sûr, yay, j'ai sorti une nouvelle chanson pendant mon absence. Et ça, c'est un euphémisme. Et je suis très déçue de voir à quel point l'air est accrocheur. Vraiment, je me surprends à fredonner la mélodie. Mais aujourd'hui, je ne reviens que pour une brève annonce spéciale, quelque chose sur lequel je travaille depuis environ 2 ans. Vous le savez bien, c'est une interview. Et voici la bande-annonce de cette interview. Alors, sans plus attendre. Je n'ai pas commis ces crimes. Je le jure devant Dieu, devant les gens qui regardent maintenant et devant ma famille. Les personnes qui me soutiennent ont peur de parler. Elles sont terrifiées à l'idée d'être annulées. Ce que j'ai toujours trouvé problématique avec le mouvement MeToo dès le début, c'est qu'on confondait « il m'a fait des avances et ça ne m'a pas plu » avec un viol. C'est une pure invention concernant ma relation avec Gwyneth. Je ne lui ai pas mis la main dessus. Je ne l'ai pas touchée. J'ai clairement tenté ma chance. Les accusations d'Ashley Judd sont ridicules. J'ai trouvé un accord avec Rose McGowan. Je lui ai donné 100 000 $. Ne le dis pas à ma femme. Ne me mets pas dans l'embarras. Tout est confondu et tout cela a mené à l'idée que c'est moi qu'ils vont persécuter. Ils m'ont brisé en 2. Il y a tellement de choses quand on lit les transcriptions qui défèrent le bon sens pour moi. J'ai demandé à ce qu'on apporte des tests aux détecteurs de mensonges en prison. Je sais qu'ils ne sont pas recevables, mais je veux que le monde le sache. Pour être honnête avec vous, je pense que beaucoup de gens vont entendre cette conversation. Candace, tu sais une chose. Ce que je peux te dire, c'est que ça va exploser. Et ce sera sans aucun doute une explosion. C'est, je vais juste te le dire, une conversation incroyable. Et j'ai personnellement l'impression que toute cette année a été consacrée à la chute d'Hollywood. C'est comme si on reconnaissait simplement que Hollywood est Babylone, au sens biblique du terme. Les célébrités sont exposées pour ce qu'elles sont réellement. Nos yeux se sont ouverts à la vérité. Et je peux te garantir que cette interview portera un nouveau coup au cœur de la bête. Pour beaucoup de gens, c'est facile quand quelqu'un est en train de sombrer, de lui marcher sur la tête pendant qu'il se noie. Dis ce que tu veux dire. Peu importe, il va aller en prison. Et puis cette personne obtient une voix. Harvey n'a pas parlé depuis 8 ans. Je veux dire, c'est sa première interview filmée en 8 ans. On a tellement parlé de lui, mais il ne s'est pas exprimé lui-même. Et maintenant, il va le faire. Maintenant, vous vous demandez sûrement où vous pouvez regarder. Eh bien, je vais vous le dire dans une seconde. Mais d'abord, bienvenue à la grande finale de Harvey Speaks. Évidemment, nous devons d'abord l'offrir à nos abonnés. Donc, si vous êtes déjà abonné sur CandaceOwens.com, vous pouvez, juste après cet épisode, regarder l'interview dans son intégralité avant les médias. Les médias vont perdre la tête collectivement, ce qu'ils feront évidemment, parce que c'est moi et c'est Harvey. Et selon leurs règles, nous ne devrions probablement même pas nous parler. Et ils n'ont jamais imaginé un scénario où le mouvement MeToo devenait complètement fou. Où le podcasting prendrait le relais, où les gens pourraient parler à des journalistes indépendants, à des mamans, simplement discuter avec des mommy sleuths de ce qui s'est réellement passé ou que ces mommy sleuths s'amuseraient autant sur TikTok et Instagram en parcourant les transcriptions et en lisant les dossiers judiciaires. Et je vous annonce que demain, nous publierons une partie de cette conversation ici gratuitement sur YouTube. Et j'ai été très claire sur les raisons pour lesquelles cela compte autant pour moi. Si vous ne faites pas attention, Harvey est de retour au tribunal à New York. Ces affaires ont été annulées, ce qui me réjouit, car en examinant ce dossier, j'ai perdu confiance dans le système judiciaire américain. C'est vraiment le cas. C'est pour cela que cette affaire est importante, parce que je viens d'accoucher de mon 3e fils.
Et je ne peux tout simplement pas imaginer un scénario où les médias pourraient orchestrer une supercherie aussi efficacement et où personne ne se soucierait des faits de l'affaire. Ils se soucient de l'émotion suscitée par l'affaire. Ils se soucient des femmes qui pleurent à la barre. Et ils se disent « Oh, eh bien, mettez-le en prison ». Pour ceux d'entre vous qui ont suivi cette série, c'est mon point de vue. Et c'est aussi désormais l'avis des juges d'appel qui ont annulé la décision. Sa condamnation était en effet une supercherie médiatique. Harvey a été essentiellement sacrifié parce que quelqu'un devait payer pour le hashtag #MeToo. Ces hashtags coûtent assez cher. Je dois vous dire, il faut que quelqu'un paie. Berlem, tout le monde devient fou. Ils sont en colère. Et ensuite, ils condamnent simplement quelqu'un. Exactement la même chose s'est produite ici. Je vais très brièvement résumer pour ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé cette série. Vous devriez revenir en arrière, regarder l'épisode 1, regarder l'épisode 2. Je vous encourage à regarder tous les épisodes avant de plonger dans la conversation que j'ai eue avec Harvey. Mais je vais très brièvement vous exposer l'absurdité des affaires de New York qui l'ont initialement envoyé en prison. Avant de vous raconter l'histoire la plus absurde qui soit à propos de son procès à Los Angeles. Celle-là, vraiment, je n'en reviens pas. Chaque fois que je parcours les faits de cette affaire et que je réalise qu'il dit « Je ne connais pas cette personne », et puis la femme dit « Non, je ne le connais pas non plus ». Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est condamné. Ça me dépasse complètement. Mais commençons ici par les grandes lignes de l'affaire de New York. Comme je l'ai dit, vous pouvez revenir et regarder le premier épisode. Mais Miriam Halley, aussi connue sous le nom de Mimi, est la personne qui a envoyé Harvey en prison pour 20 ans. La meilleure façon de se rappeler rapidement son histoire, et je veux être claire, je ne crois pas du tout Mimi. Je ne la crois même pas à 1%. Je suis toujours honnête avec vous. J'ai étudié cette affaire. Essentiellement, l'histoire qu'elle raconte ressemble un peu à ce même viral du Super Bowl avec l'artiste. The Weeknd, vous voyez où il a l'air de ne pas savoir du tout où il va, vous voyez de quoi je parle? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la meilleure façon de s'en souvenir. En résumé, Mimi a rencontré Harvey au Festival de Cannes. Elle est montée dans sa chambre d'hôtel à ce moment-là. Elle a affirmé avoir été horrifiée par lui, qui lui avait déjà fait des avances. Et elle était tellement horrifiée par ce qui s'est passé au Festival de Cannes que, comme le révèlent les emails, elle contacte immédiatement après son bureau, la Weinstein Company, et obtient un stage dans son entreprise, travaillant comme assistante de production pour Project Runway. Elle était tellement horrifiée par ce qui s'est passé à Cannes qu'à la fin de ce stage, elle décide de le retrouver à l'hôtel Mercer pour prendre des nouvelles. Elle se rend ensuite à son bureau pour rencontrer quelqu'un d'autre là-bas. Et après l'avoir vu, elle accepte qu'il la raccompagne à son appartement à New York. Et pour être clair, son assistante était dans la voiture avec lui à ce moment-là. Maintenant, elle raconte que c'est à ce moment-là qu'il a repéré où elle habitait. Parce qu'évidemment, si vous êtes Harvey Weinstein, il serait logique que, plutôt que de l'inviter quelque part, vous décidiez simplement de découvrir où elle habite en la déposant chez elle, puis d'entrer de force dans son appartement plus tard dans la soirée. Et c'est ce qu'elle affirme s'être passé. Il est entré de force dans son appartement. Enfin, d'abord, il a sonné à la porte et elle a ouvert. Elle a évidemment dû ouvrir physiquement la porte, ce que montrent les transcriptions du tribunal. Mais une fois qu'il est entré par cette porte, puis par une seconde porte sécurisée, elle ne se souvient pas vraiment comment il a fait. Il a alors su instantanément quel appartement était le sien. Il a simplement tenté sa chance. Il errait dans l'immeuble et a, d'une manière ou d'une autre, trouvé exactement quel appartement était le sien à cet étage. Elle n'est pas claire sur les détails. Elle est vague sur les détails. Ce que l'on constate en lisant ses procès-verbaux, c'est que lorsque ces jeunes femmes se retrouvent face à un accroc, lorsqu'elles rencontrent un problème et qu'elles ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi, que quelque chose n'a aucun sens, elles se mettent simplement à pleurer encore plus fort. Elles ont besoin de pause, vous savez, de pause pour boire de l'eau. Elles sont soudainement submergées par l'émotion quand ce qu'elles disent n'a aucun sens, d'accord? Maintenant, on pourrait penser qu'après cela, elles seraient allées voir la police. Bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, elle affirme qu'il l'a de nouveau agressée et elle était tellement en colère contre elle-même qu'elle s'est retrouvée dans une situation où Harvey l'a encore agressée, cette fois dans une chambre d'hôtel, qui était la sienne. Donc, elle est entrée dans sa chambre d'hôtel sur invitation et elle dit qu'elle y allait, vous savez, pour lui parler de ce qui s'était passé plus tôt, mais qu'au lieu de cela, elle a de nouveau été agressée. Et après cette agression, Mimi, comme toutes les femmes impliquées, obtient miraculeusement des billets et des invitations à des avant-premières sur le tapis rouge. Harvey était capable de payer leur vol, parfois vers Los Angeles, parfois vers Londres.
Mimi entretient cette relation avec Harvey Weinstein, qui s'étend sur des années, d'ailleurs. Je veux être clair, cela s'étend sur des années. Et cela a été montré via les emails où elle termine ses messages par Harvey XOXO Love Mimi. Voici l'un de ses emails. Paix et amour, Myriam. Elle signe ainsi. Dans chaque email, elle lui demande une faveur, elle lui demande un rôle, elle lui demande une audition. Elle lui demande des billets, et dans celui-ci, elle lui demande ou lui dit que son chat a besoin d'être nourri. D'accord, remettons-le à l'écran. Cher Harvey, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? Écoute, j'économise pour devenir professeur de yoga Kundalini. Et je voulais juste me rendre disponible pour travailler. Si jamais, par hasard, tu as quelque chose qui se tourne à Londres, je peux être assistante de production, n'importe quoi. J'apprécierais vraiment toute piste. Mon chat a besoin d'être nourri. C'est quand même étrange de mettre ça dans un email, non? Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas super bien. Paix et amour, Myriam. D'accord. Encore une fois, je vous donne juste un exemple ici de la façon dont ces femmes écrivaient à Harvey par email après leurs agressions présumées. Et quand elles ne peuvent pas expliquer pourquoi elles auraient fait ça. Si tout le reste échoue, pleurez. Pleurez, 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 pleurez. Jessica Mann, bien sûr, est la deuxième jeune femme qui a envoyé Harvey en prison pour seulement quelques années, cette fois pour un viol avéré. Et vous vous souviendrez que j'ai eu des échanges avec Jessica Mann depuis qu'elle a fait toute une série sur son Instagram à mon sujet. En reprenant cette histoire sur Harvey, quand j'ai dit que je serais ravie de t'accueillir sur ce podcast pour que tu racontes ton histoire, soudain, elle n'a plus eu envie de le faire. Et c'est peut-être parce que, comme je le lui ai dit, vos courriels sont très révélateurs. Si tu... Pensez-y, dit-elle. On peut ajouter d'autres choses, ça n'a rien à voir avec les emails. Je dis, bien sûr, montrez-le-moi, je le présenterai au public. Je n'ai aucun intérêt dans cette course. Je me contente d'examiner les faits. Et factuellement, Jessica Mann, après son agression présumée, a eu des amis qui ont témoigné contre elle, celles qui étaient au petit déjeuner avec elle et Harvey le lendemain matin, et qui ont dit qu'elle était de très bonne humeur. Non seulement elle était de très bonne humeur après son agression présumée par Harvey, mais elle a changé son vol pour pouvoir rester une nuit supplémentaire avec Harvey. Elle était censée prendre l'avion avec son ami qui a témoigné contre elle. Elle était en ville avec son ami qui a témoigné contre elle. Elles allaient voir week-end ensemble, à ses frais. Elle logeait dans sa chambre d'hôtel. Et il a témoigné qu'elle semblait être en pleine forme, tellement en forme après son agression présumée qu'elle a changé son vol pour rester avec Harvey. Cela semble être une chose étrange à faire. Après avoir été violée ou agressée sexuellement, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne fais que rassembler les éléments qui relèvent du bon sens. Et personne n'a envoyé plus d'emails à Harvey que Jessica Mann, des emails encore plus affectueux. Ses amis ont témoigné qu'elle disait qu'il était comme un mentor. Elle a écrit un email à son petit ami des années plus tard, disant que Harvey lui rappelait son père, qu'elle le considérait comme un mentor. D'après elle, elle aimait Harvey, d'après ses emails, à tel point que elle a emmené sa mère rencontrer Harvey. C'est pour moi la partie la plus folle de l'affaire Jessica Mann. Je me fiche de ce que vous voulez me dire sur la façon dont les femmes gèrent les choses, d'accord? Essayez de me convaincre que vous survivriez à un viol et que des mois, voire des années plus tard, vous emmèneriez volontairement votre mère rencontrer votre violeur. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un email. C'est lui qui prend contact. Vous dites « Je suis avec ma mère. Puis-je amener ma mère pour qu'on prenne un verre ensemble? » Affichez ce courriel, je ne veux pas la citer de travers. Je veux l'email échangé avec Jessica Mann. Il lui écrit le 29 juillet 2014. Donc, encore une fois, cela se passe après son agression. Je serai à Los Angeles demain. Tu es libre vers 9h30 pour un verre? Mes meilleures salutations, Harvey. Elle répond. Ce serait formidable de vous voir. Cependant, ma mère serait avec moi si nous passions la voir. Elle est ici jusqu'à jeudi après-midi. J'ai ma soirée de jeudi de libre pour l'instant. Demain, selon si tu veux qu'on passe, on pense aller au Soho avec ma copine si elle revient à temps. Et il répond, Harvey dit, si tu veux passer avec ta mère à 9h30, tu peux venir ou passer au Soho House à 9h30. Je peux me tromper, mais il me semble que Jessica Mann serait, selon toute vraisemblance, la première personne à avoir présenté sa propre mère à son enfant, ce qui constitue un fait assez rare et notable dans ce genre de situation. Pour mieux comprendre, il est important de rappeler que l'auteur présumé du viol, après avoir été accusé de ce crime grave, a tout de même poursuivi la relation avec Jessica Mann. Cette relation, malgré les circonstances difficiles et complexes, a perduré pendant de nombreuses années. Encore une fois, ces jeunes femmes n'avaient pas 19 ans quand on dit jeune femme, d'accord? 27 ans.
28 ans, et ce jusqu'à leurs 30 ans. Il ne s'agit pas de la rencontre entre Cassie et Didi lorsqu'elle avait 19 ans. Ce sont des femmes pleinement adultes, et à mon avis, elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il est rejugé à New York. Parce que, comme je vous l'ai dit, les juges d'appel ont examiné l'affaire et ont dit « c'est insensé, je ne comprends pas ce qui s'est passé ici ». Pourquoi avez-vous permis que tout cela se produise dans la salle d'audience? Pourquoi avez-vous autorisé des témoins à témoigner sur son caractère, ce qui n'avait rien à voir avec l'affaire? Vous avez laissé des gens s'asseoir et dire « Oh, il a été vraiment méchant avec moi en cours élémentaire, 2e année. » J'exagère un peu ici, mais ils ont effectivement permis à des gens de témoigner. Il a été méchant avec son frère. Quel rapport cela a-t-il avec ce qui se passe ici? C'est juste une tentative d'assassinat de caractère. Et donc, ils ont annulé le procès. La raison pour laquelle ils ont permis à autant de personnes de contribuer essentiellement à dénigrer son caractère, c'est que, sur la base des faits, si quelqu'un regardait objectivement les nombreux emails que ces femmes ont écrits à Harvey après leurs agressions sexuelles présumées, il conclurait simplement que tout cela était très consensuel, ce qu'Harvey a soutenu. Il a soutenu que, oui, il avait eu des relations avec ces femmes. Oui, je trompais ma femme. Mais ces relations étaient consenties. Et pour ces femmes, ces relations étaient clairement transactionnelles, n'est-ce pas? Elles étaient prêtes à faire n'importe quoi avec Harvey. Jusqu'à ce qu'elles reçoivent des billets et qu'elles veuillent obtenir des billets pour Los Angeles. Elles voulaient emmener leurs amis à des événements sur le tapis rouge. Et je pense qu'au fond d'elles-mêmes, elles pensaient qu'elles allaient être transformées en la prochaine Angelina Jolie. Elles étaient satisfaites de ces transactions jusqu'à ce que leur carrière s'effondre complètement et qu'elles ne deviennent pas la prochaine grande star du cinéma. Elles ne sont pas devenues la prochaine Halle Berry, pour ainsi dire. Ce qui est cependant très révélateur, c'est l'affaire de Los Angeles, car, comme je l'ai dit, le cas le plus fou de tous a été lorsque Harvey a déclaré « Je ne connais pas cette personne ». Cela n'est littéralement jamais arrivé. C'est la seule fois où il a changé de version. Après avoir d'abord affirmé que c'était consensuel, il a dit « Je n'étais même pas là ». Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Et pourtant, ils ont réussi à le condamner à Los Angeles. Et avant de vous parler de cette femme qui a réussi à obtenir cela à force de beaucoup de larmes, je voudrais vous lire quelque chose. Cet échange tiré des transcriptions entre Harvey et Mimi Haleyi, sa première accusatrice, qui a eu lieu il y a seulement quelques jours. Parce que cela montre vraiment leur état d'esprit. Il demande ouvertement à Mimi, son avocat lui demande « Pourquoi n'avez-vous pas dit à la presse, lorsque vous faisiez ces tournées médiatiques, que vous pleuriez et racontiez ce qui s'était passé? Pourquoi ne leur avez-vous pas parlé de vos nombreuses correspondances avec Harvey Weinstein? Nous pouvons jeter un œil à cette transcription. » Il demande « Et Skylar, je vais les emmener en bas de la page 733. » Il dit « Mais vous n'avez pas mentionné, encore une fois, c'est l'avocat qui l'interroge, qui la contre-interroge. Vous n'avez mentionné dans aucune de ces apparitions médiatiques que vous aviez eu une rencontre avec M. Weinstein au Tribeca Grand Hotel une semaine après l'incident du 10 juillet, n'est-ce pas? » Elle répond « C'est exact. » Vous n'avez pas mentionné que M. Weinstein a payé votre vol pour Los Angeles. Elle dit « C'est exact. » Il dit « Vous n'avez pas mentionné qu'il avait payé votre vol pour Londres. » Elle dit « C'est exact. » Il dit « Vous n'avez pas mentionné que vous l'aviez rencontré dans une chambre d'hôtel. » À l'hôtel Claridge's à Londres en octobre 2006. Elle répond « Non, je n'ai pas mentionné ces choses-là. » Il dit « Vous ne l'avez pas mentionné? Vous étiez désespéré de le voir et de lui parler en février 2007 lorsque vous avez contacté son assistante pour demander à le rencontrer en personne. » En personne. Désolé, il n'y avait pas de FaceTime. Il dit « Quand vous demandiez, est-ce que je vais pouvoir voir Monsieur Weinstein? » Elle dit « Oui, en ce qui concerne des projets professionnels. » Vous n'avez pas communiqué cette information au public, n'est-ce pas? Elle répond « Non. » Vous n'avez pas mentionné que vous avez continué à échanger des emails amicaux avec lui en 2007, n'est-ce pas? Elle dit « Je ne l'ai pas fait. » Vous n'avez pas mentionné vos emails amicaux avec lui en 2008. Elle répond « C'est exact. » Vous n'avez pas mentionné vos emails amicaux en 2009. Elle répond « C'est exact. » Vous n'avez pas mentionné que vous aviez dit à Harvey Weinstein que s'il investissait dans votre projet, vous l'aimeriez pour toujours et à jamais, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Vous n'avez raconté à la presse qu'une partie de l'histoire, n'est-ce pas? Et elle répond « J'ai raconté la partie qui était pertinente par rapport à ce que je voulais partager. » Et il dit « Oui, exactement. C'est ce que je demande. » Donc, à mon avis, elle admet en fait avoir menti par omission.
Parce que, encore une fois, c'est pour cela que j'appelle ça une supercherie médiatique. Quand on donne aux gens seulement quelques bribes d'informations et qu'on ne présente pas l'ensemble du tableau, cela peut les amener à de mauvaises conclusions. Et s'ils avaient lu ces emails et que la presse avait fait un reportage responsable sur ces emails ou au moins l'avait confronté lors de ses conférences de presse et disait « Et qu'en est-il de cet email? Qu'est-ce que c'est? » Vous aviez une relation avec lui, ou si cela avait été rapporté, tout le monde aurait dit « Cela ressemble, je ne sais pas, à un arrangement, une relation transactionnelle, c'est certain. » Et encore une fois, je ne pense pas qu'Harvey Weinstein soit un homme moral. Je ne crois pas non plus qu'il soit un violeur et je ne considère certainement pas ces femmes comme des femmes morales. Avant de vous parler de l'affaire de Los Angeles, les amis, je veux d'abord vous parler de Noland. Cela s'écrit G-N-O-Land. Vous pourriez penser à un monde où vos données sont enfermées dans le coffre-fort des géants de la tech, où votre voix est noyée par l'algorithme et où vos idées sont aspirées, monétisées et enterrées. On pourrait croire que c'est du passé, mais ce n'est pas le cas. Cela arrive tous les jours. Neverland est une rébellion alimentée par la blockchain, déguisée en un nouveau système d'exploitation multi-utilisateur. Ce n'est pas seulement de la technologie, c'est le Logoverse, un univers où vous détenez les clés. Imaginez une plateforme sociale où vos publications ne peuvent pas être shadow bannies, un marché où vos créations ne sont pas taxées par des intermédiaires, une communauté où votre code, votre art, vos idées vous rapportent réellement du pouvoir et pas seulement des likes. Construit sur le langage intuitif No Language, Nolan renverse la donne en matière de censure, des plateformes de contrôle et d'extraction. Ce n'est pas seulement une blockchain, c'est un véritable système d'exploitation pour les communautés numériques où les développeurs collaborent comme un groupe de jazz en direct et sur la blockchain, improvisant la gouvernance, les applications et les économies en temps réel. Donc, si vous souhaitez en savoir plus aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur gno.land/Candace, c'est gnoland/Candace. Je voulais aussi vous parler de Just Thrive, l'un des plus grands secrets de santé dont on ne parle pas. Tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin mène une guerre silencieuse contre les aliments transformés, le travail, le stress et les toxines présentes dans l'air que vous respirez. Quand votre intestin va mal, c'est tout votre corps qui le ressent. La plupart des gens dépensent de l'argent dans des probiotiques inefficaces. Jusqu'à 99% des marques classiques meurent dans l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. Autant les jeter directement dans les toilettes. C'est ce qui rend le probiotique à base de spores Just Thrive complètement différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver 100% vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut faire. Il transforme votre intestin en une véritable usine à antioxydants, créant des composés protecteurs exactement là où vous en avez le plus besoin. Pour vous, cela signifie une meilleure digestion, une immunité saine, plus d'énergie et une gestion du poids facilitée. Le probiotique Just Thrive se présente sous forme de gélules, de baies ou de bonbons aromatisés. Il y a donc une option pour chaque membre de la famille. Depuis plus de 10 ans, Just Thrive s'efforce de rendre les Américains à nouveau en bonne santé grâce à des solutions fondées sur la science, auxquelles vous pouvez faire confiance, issues de leurs probiotiques primés. Leur gamme complète de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Si vous souhaitez rejoindre la révolution de la santé intestinale et prendre le contrôle de votre santé dès aujourd'hui, vous pouvez visiter justthrivehealth.com et vous économiserez 20% en utilisant le code promo Candice. Vous pourrez constater la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé sans aucune question. Vous pouvez prendre le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, c'est justthrivehealth.com avec le code promo Candice. D'accord, l'affaire de Los Angeles, à mon avis, est la plus flagrante en termes d'erreurs judiciaires. Cela me fait penser que les tribunaux sont tout simplement irrémédiablement corrompus et qu'ils sont peut-être dirigés par des gangs. Vous savez, on voit dans les films des gens qui vont voir les juges et les forcent à faire certaines choses. C'est ce que m'inspire la lecture de ce qui est arrivé à Harvey à Los Angeles. C'est la seule chose qui pourrait avoir un sens. C'est l'histoire la plus étrange de toutes. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, Harvey, malgré tous ses nombreux défauts, a en grande partie reconnu avoir eu des relations avec beaucoup des femmes qui l'ont accusé. Des relations consenties. Oui, j'ai tenté ma chance avec elle. J'ai fait ça, j'ai fait ceci. Vous allez le voir si vous regardez l'interview. Il est très ouvert sur la nature de ses relations avec pratiquement chacune de ses accusatrices, ce qui rend cette affaire à Los Angeles particulièrement étrange, car il affirme n'avoir eu aucune relation avec cette actrice, qu'il n'était même pas présent, au moment de l'agression présumée à l'hôtel Mr. C's à Los Angeles. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la femme qui l'accuse est d'accord. Elle affirme qu'elle ne connaissait pas Harvey.
Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans un instant. Maintenant, quand Harvey dit que je n'étais pas physiquement présent, eh bien, pour moi, ça devrait juste signifier « OK, c'est terminé ». Aucune question ne sera posée, car nous pouvons prouver qu'il n'était pas là. Ce devrait être quelque chose de simple à prouver. Je ne sais pas, les données de téléphone portable. Peut-être pourrions-nous utiliser les données d'un téléphone portable pour voir si Harvey Weinstein était physiquement présent chez M, l'hôtel de C. Oh, en fait, le juge ne l'a pas autorisé lorsqu'ils ont essayé d'assigner les données de téléphone portable de son accusatrice. Parce qu'ils ont également affirmé que cette femme n'était même pas présente. Un juge a dit « Non, en fait, vous n'avez pas le droit de faire cela ». Laissez-moi vous parler de son accusatrice. L'accusatrice de Harvey est une actrice russe nommée Evgenia Chernyshova. Ce serait comme Eugenia en anglais. Elle est russe, donc c'est Evgenia. Et bien sûr, elle a utilisé le pseudonyme Jane Doe tout au long du procès. Puis, elle s'est en quelque sorte dévoilée avec un portrait haut en couleur dans le Hollywood Reporter après la condamnation de Harvey. Comme si elle disait « Maintenant, je suis prête à devenir célèbre pour avoir fait condamner Harvey Weinstein ». Le juge a condamné Harvey à 16 ans pour viol avec usage de la force, pour fellation forcée et pénétration par un objet étranger. D'accord. Comme je l'ai dit, cela n'avait rien à voir avec les autres affaires. Toutes ces accusations étaient tout simplement absurdes. Et je devrais préciser d'ailleurs que même si tout cela s'était produit, ce que je ne crois pas, alors cela s'inscrirait dans la logique. Dans une longue série d'accusations de maltraitance portées par Evgenia, parce qu'avant son agression de 2013, qu'elle a affirmé avoir subi de la part de Harvey Weinstein, elle avait déjà, selon un de ses anciens petits amis, porté plainte. Que 6 ans plus tôt, en 2007, elle avait été agressée par un petit ami, ce qui l'avait conduite à l'hôpital. Elle a affirmé qu'elle souffrait de stress post-traumatique depuis cet incident. Elle a déclaré qu'en 2010, le propriétaire du club de football toscan l'avait traînée par les cheveux, l'avait battue, puis lui avait acheté une nouvelle Bentley. Elle a affirmé en 2011 à des amis à elle qu'il y avait un homme puissant à Moscou, nommé Arthur, qui l'avait installé dans une suite au Ritz Hotel à Moscou, puis l'avait traîné dans la salle de bain, lui avait tiré les cheveux à l'aéroport et l'avait agressé. Et elle avait également porté des accusations précédentes contre le père de son enfant, affirmant qu'il l'avait de la même manière traîné par les cheveux et agressé sexuellement. Et plus récemment, elle avait allégué que lors d'un voyage en Russie, elle avait de nouveau été agressée par quelqu'un qui lui avait pointé une arme dessus et l'avait traînée par les cheveux. Donc, ce genre d'accusation récurrente où elle dit avoir été traînée par les cheveux, je trouve cela très intéressant et très convaincant. Maintenant, en ce qui concerne ses allégations sur ce que Harvey Weinstein lui aurait fait en particulier, l'histoire se déroule en 2013. Et elle était en ville à Los Angeles pour le Festival du film italien. Elle a témoigné qu'elle avait été violée par Harvey à l'hôtel Mr. C après avoir assisté au Festival du film italien de Los Angeles et qu'elle y assistait en tant qu'invitée VIP. Festival du film italien de Los Angeles et qu'elle y assistait en tant qu'invitée VIP. Elle a raconté au jury que Weinstein s'était soudainement présenté à sa chambre d'hôtel, complètement à l'improviste, qu'il avait frappé bruyamment à la porte, qu'il était entré et l'avait agressée. Et elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont Harvey savait où elle logeait cette nuit-là. Et elle l'a décrit comme un inconnu qu'elle n'avait rencontré que brièvement avant qu'il ne fasse irruption dans sa chambre d'hôtel. D'accord, la voici en train de raconter cela à ABC News à l'époque. Écoutez. Le mannequin et actrice d'origine russe, devenue italienne, dit qu'elle a brièvement rencontré Weinstein lors de 3 événements différents dans les années 2010. Je ne savais pas qui il était. Vous ne connaissiez pas le pouvoir qu'il détenait à Hollywood à cette époque? Non, je ne le savais pas. Lui avez-vous déjà envoyé un email ou eu une conversation avec lui? Jamais. Vous ne lui avez jamais rien demandé? Jamais, jamais. En 2013, Evgenia était une invitée VIP au Festival Los Angeles, Italia. Lorsqu'elle affirme que Weinstein a forcé l'entrée de sa chambre d'hôtel et l'a agressée sexuellement et violée. J'ai entendu le sien. Il frappait fort à la porte. Je sais que c'est lui parce qu'il disait son nom et j'étais vraiment gênée, alors j'ai ouvert la porte. Je regrette d'avoir ouvert cette porte depuis 10 ans, depuis les 10 dernières années de ma vie. Pour être clair, Harvey ne logeait pas chez M. Zeus. Il séjournait à l'hôtel Peninsula. Il maintient une fois de plus que cela ne s'est jamais produit et qu'elle est incapable d'expliquer comment ou pourquoi cela s'est produit.
On vient de frapper à sa porte. Elle ignore pourquoi Harvey Weinstein savait même qu'elle séjournait dans cette chambre. Et curieusement, la chambre n'était pas réservée à son nom. Alors si vous pensez « Oh, il est tellement puissant », il a simplement appelé et a dit « Où est cette actrice que j'ai vue de l'autre côté de la pièce que je ne connais pas et qui ne me connaît pas? Je viens de la voir et elle est tellement attirante que j'aurais envie de pénétrer chez elle et de la violer. » Et ils ont simplement dit « Oui, bien sûr, par ici, monsieur, Weinstein. » Non, car la réservation d'hôtel n'était pas à son nom. Elle a utilisé un pseudonyme Léonore, qui, je crois, est le prénom de sa fille ou de l'une de ses filles. Donc c'est encore une de ces histoires où on est censé croire ça. Harvey aurait un radar incroyable, que tu pourrais le voir à un événement et il saurait tout de suite où tu habites. Et il errerait dans les couloirs, même de l'hôtel où tu loges, jusqu'à ce qu'il s'introduise dans ta chambre ou qu'il frappe à la porte. De ta chambre d'hôtel, puis tu le laisses entrer, et là il dit « Je suis Harvey. Je suis Harvey Weinstein, d'accord? » Maintenant, en témoignant à propos de cet incident, Evgenia a fait référence à ce que Harvey l'a forcé à faire, cette scène de viol très dramatique, et curieusement, elle a mentionné les testicules de Harvey, comme faisant partie de l'histoire. Or, pour ceux d'entre vous qui suivent la série, vous savez que ce n'est pas possible car Harvey n'a pas de testicules. Il a eu la gangrène dans les années 1990 et a dû se faire recoudre les testicules dans les cuisses. Mais ne vous inquiétez pas, une fois cette erreur commise, Evgenia a trouvé une raison. Oh, le russe est ma langue maternelle. Quand je disais « balls » à la barre, je voulais dire autre chose. J'ai juste raté cette partie. Elle s'est vraiment trompée sur ce point. Mais comme je l'ai dit, le juge avait très clairement quelque chose contre Harvey. Et puis, qui s'en soucie, non? Qui s'en soucie? Maintenant, il se pourrait aussi que ce soit pertinent que plus tôt dans la journée, elle ait envoyé des messages très sexuellement explicites à Pascal Vicedomini. C'était l'organisateur du festival italien avec qui elle avait clairement une sorte de relation. Mais bien sûr, les tribunaux n'ont pas permis au jury de prendre en compte ces messages. Donc, le viol qu'elle allègue s'est produit a eu lieu le 17 février 2013. Avant cela, elle échangeait des messages avec la personne qui organisait cet événement, ce festival italien. D'abord, le 6 février, elle lui a écrit « À Pascal, demain, c'est ton anniversaire. Couche avec moi. Je viendrai à Los Angeles la semaine prochaine. » Pascal répond « Oui, je vais au Grammy. » Cool. Alors, je te souhaiterais un joyeux anniversaire demain. J'ai besoin de ta belle bouche maintenant. Et puis elle répond « Je crois savoir comment vous aider, d'accord? » Et il répond « Je pensais exactement la même chose, tu me connais trop bien. » Puis, le jour de l'agression présumée, juste avant, le 17 février, elle lui a écrit à 13h35 « Je t'attends. » Et il répond « J'arrive, mon amour. » Et ensuite, elle écrit « Dépêche-toi, une surprise t'attend. » On pourrait penser que cela serait très pertinent, ce qu'elle faisait le jour même précédant cette agression présumée, alors que Harvey affirme qu'il n'était même pas à l'hôtel. Et comme je l'ai dit, le juge a déclaré que le jury ne verrait tout simplement pas ces messages sexuels explicites. L'équipe de Harvey pensait qu'elle était sortie avec Pascal ce soir-là et cela aurait effectivement du sens. Ils ne croient absolument pas qu'elle était à l'hôtel de Monsieur C et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est vraiment la partie la plus folle de l'histoire. Alan Jackson, qui était l'avocat de Harvey, a donc demandé spécifiquement à Evgenia lors du contre-interrogatoire si elle avait séjourné chez MC, l'hôtel de C, suite au viol présumé. C'est juste, non? Vous avez séjourné à l'hôtel, par exemple? Avez-vous fait irruption hors de la pièce? Et elle a répondu que oui, elle avait séjourné à l'hôtel. Il lui a également demandé si elle se souvenait avoir entendu une forte alarme incendie retentir dans l'hôtel la nuit de son viol présumé. Elle dit que cela s'est produit aux petites heures du matin, donc vers 0h45, peut-être juste après minuit. Et elle semblait très confuse face à la question de savoir si elle avait entendu ou non une alarme. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas avoir entendu d'alarme incendie cette nuit-là. À ce moment-là, dans la salle d'audience, l'avocat de Weinstein a répliqué « Vous ne vous souvenez pas de l'alarme incendie parce que vous n'étiez pas dans votre chambre, n'est-ce pas? » De quoi parle-t-il? Eh bien, son équipe a également fait appel à la police de Los Angeles pour témoigner sur ce qui s'est passé chez Monsieur l'hôtel de C. C'est tout simplement la chance d'Harvey, ou du moins on pourrait le penser dans un monde normal, à cette heure où elle affirme que son viol a eu lieu à 0h45. Le matin du 18 février, l'alarme incendie s'est déclenchée chez Monsieur, l'hôtel de C, et tout le monde a dû quitter l'hôtel en file indienne.
Elle n'a aucun souvenir que cette alarme incendie ait jamais eu lieu. Elle ne se souvenait pas de l'alarme incendie. Et le lendemain matin, elle n'a pas choisi d'aller à la police. Elle est restée sur place et a plutôt choisi de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Les reçus montrent également qu'elle a dîné à l'hôtel. En fait, elle a fini par rester dans cet hôtel avec son amie jusqu'au 1er mars. Les registres montrent qu'elle a commandé de nombreux repas, du nettoyage à sec. Par la suite, elle est sortie à de nombreux événements. Elle s'est plainte du Wi-Fi à l'hôtel. En fait, Evgenia n'a pas pris le temps d'aller à la police avant 4 ans après cet incident présumé, soit 4 ans et demi après ce viol présumé. Et le moment qu'elle a choisi est un peu suspect, si vous voulez mon avis, car c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'y aller. Peu de temps après, le New York Times a publié le premier article concernant les accusations contre Harvey Weinstein. Elle s'est levée et est allée au commissariat de police le 19 octobre 2017. Le New York Times avait publié leur premier article le 5 octobre 2017. Un timing remarquable, exactement 2 semaines après la publication du premier article sur les accusations contre Weinstein. Maintenant, au cas où vous penseriez « OK, elle a l'air coupable comme le péché ». Et je ne crois même pas que Harvey Weinstein était là cette nuit-là et elle ne se souvient pas de l'alarme. Et elle a aussi dit qu'il avait du culot. Eh bien, vous auriez tort, car elle a une explication pour laquelle elle a attendu 4 ans et demi. Et voici ce qu'elle a dit à ABC News. Lorsque la propre expérience traumatisante de sa fille l'a poussée à enfin parler. J'ai été agressée sexuellement et j'étais terrifiée sur le moment. Je n'avais que 15 ans. Je l'ai convaincue d'aller à la police et nous avons passé un accord. Je lui ai promis que j'irais à la police. Maria s'est rendue au commissariat et a obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre son agresseur présumé. Evgenia, je suis également allée voir la police. Le 6 janvier 2020, les procureurs du comté de Los Angeles ont inculpé Weinstein de viol et d'agression sexuelle en lien avec Evgenia et une autre personne, Jane Doe. Compris, les gars? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a rien fait. Elle a apprécié son séjour à Los Angeles. Après cela, elle est aussi allée à Malibu après ça, ce dont nous parlerons en détail dans une chronologie lorsqu'il retournera pour son nouveau procès à Los Angeles. Elle n'a pas été motivée à faire quoi que ce soit concernant ce viol jusqu'à ce que sa fille subisse elle-même une agression. Et il se trouve que cela coïncidait justement avec la publication de ces allégations par le New York Times. Et ensuite, elle est allée à la police sans aucune preuve, évidemment, car Harvey maintient toujours qu'il n'était même pas dans cet hôtel. Il ne connaît pas cette femme. Peut-être l'a-t-il croisée brièvement quelquefois, mais c'est une sacrée défense. Je n'étais pas là, je ne la connais pas. S'il vous plaît, permettez-moi d'obtenir ces relevés téléphoniques afin que je puisse vous montrer qu'elle n'était même pas là, qu'elle était probablement sortie avec ce type, Pascal. Votre honneur, non, je suis désolée. Vous êtes coupable. Et vous voulez savoir pourquoi vous êtes coupable? Parce qu'elle pleure, et elle pleure beaucoup, et elle pleure à la barre. Elle parle de sa fille. Et alors, même si elle n'est même pas capable de décrire vos parties intimes, et alors, si elle se trompe tellement sur vos parties intimes que celles qu'elle décrit n'existent même pas. Ne voyez-vous pas ses larmes? Sincèrement, je pense que cette femme va brûler en enfer. Je vais être honnête. Quand j'ai tout examiné, je me suis dit, c'est tellement scandaleux que toute personne ayant permis que cela arrive, toute personne dans la salle d'audience qui a été complice de cela, et encore une fois, bien sûr, la salle d'audience a invité tout le monde à témoigner. Il prenait mon argent de poche quand j'étais en cours élémentaire, 2e année. C'est un mauvais type, votre honneur. Jury, c'est vraiment un sale type. Il a frappé son frère et son frère s'est battu avec lui quand ils avaient 8 ans. C'est un mauvais type. Oui, en l'absence de preuves, faites venir plein de gens qui se sont disputés avec vous au fil des années et laissez-les témoigner sur votre comportement. Et d'ailleurs, ces personnes qui témoignaient sur le fait qu'il était un patron méchant ou sur la façon dont il se disputait avec son frère disaient probablement la vérité. Cela n'a rien à voir avec une accusation de viol. Sans même l'avoir placé à l'hôtel de Monsieur C, ils ont condamné Harvey Weinstein. 16 ans à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à propos d'un mouvement social appelé Moi aussi. Et comme je l'ai dit, Harvey Weinstein a été pendu sur le hashtag MeToo. Il n'y avait aucune preuve ici qui, si j'avais été juré, m'aurait permis de le condamner. Il n'y en avait absolument aucune. Tout n'était qu'émotion.
Bref, les amis, avant de lire certains de vos commentaires en direct, évidemment, je dois écourter l'épisode d'aujourd'hui car je dois continuer à nourrir mon fils. Je veux vous parler de Paleo Valley. J'adore vraiment Paleo Valley en ce moment. Je mange leurs bâtonnets de bœuf. Ils sont exceptionnels. J'en ai justement un ici. Je ne vais pas faire de bruit ici, mais celui au jalapeno est délicieux. Quand vous avez envie d'une collation et que vous voulez être sûr qu'elle soit saine, Paleo Valley est la solution idéale. Ils veillent à ce que leur bâtonnet de viande soit fait à partir de bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices. Ainsi, vous pouvez être fier de ce que vous mangez et soutenez. Ils ont éliminé tout ce qui est mauvais. Il n'y a ni conservateur, ni gluten, ni soja. Il n'y a ni sucre, ni produits laitiers, ni OGM. Seulement du carburant pur, riche en nutriments. La nourriture devrait être ainsi, en road trip, au travail tard ou en courant après les enfants. Ces bâtonnets apportent une énergie riche en protéines, sans coup de fatigue. Que vous soyez keto, paléo ou carnivore, peu importe. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse. Ils existent en 5 saveurs audacieuses. Original, jalapeno, c'est ma préférée. Saucisson d'été, ail, saucisson d'été et teriyaki. Il y en a donc pour tous les goûts. Avec plus de 55 millions de bâtonnets de bœuf vendus, Paleo Valley est une marque de confiance, éprouvée et soutenue par une garantie de remboursement de 60 jours. En ce moment, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande sur paleovalley.com/Candice si vous utilisez le code Candice lors du paiement. C'est paleovalley.com/Candice. Code promo Candice lors du paiement. Ensuite, il y a Fatty 15, dont je veux vous rappeler. C'est assez simple. Les nutriments essentiels maintiennent nos cellules en bonne santé, ce qui nous maintient en bonne santé. Des études montrent que le C15 agit en renforçant nos cellules, en améliorant la fonction de nos mitochondries et en nous protégeant contre les radicaux libres nocifs. Le résultat? Une meilleure santé métabolique, hépatique et cardiaque à long terme. Fatty 15 est un complément de C15 pur, primé et soutenu par la science. En rechargeant nos cellules avec ce nutriment essentiel C15, Fatty 15 répare efficacement nos cellules et restaure notre santé à long terme. Vita 15 offre 3 fois plus de bienfaits cellulaires que les oméga 3 ou l'huile de poisson. Cette fonctionnalité entraîne dès maintenant une multitude de bénéfices enthousiasmants. Et en vieillissant, à savoir une meilleure santé métabolique, hépatique et cardiaque, des articulations qui fonctionnent plus souplement, un sommeil plus profond et des cheveux, une peau et des ongles en meilleure santé. C'est vraiment essentiel. Il est proposé dans un pot en verre réutilisable et des capsules de recharge sont envoyées chaque trimestre dans des sachets en matériaux recyclés. Vita 15 vise à reconstituer vos niveaux de C15 et à restaurer votre santé à long terme. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction supplémentaire sur leur kit de démarrage d'abonnement de 90 jours en vous rendant sur fatty15.com/Candace et en utilisant le code Candace lors du paiement. C'est fatty15.com/Candace avec le code promo Candace lors du paiement. Très bien, les amis, je vais regarder certains de vos commentaires, mais je pense qu'on devrait montrer la bande-annonce de Harvey une fois de plus parce que cette interview est complètement explosive. Hollywood va brûler. Très bien, écoutez ça. Ils n'ont pas commis ces crimes. Je le jure devant Dieu, devant les personnes qui regardent maintenant et sur ma famille. Les gens qui me soutiennent ont peur de parler. Ils sont terrifiés à l'idée d'être annulés. Ce que j'ai toujours trouvé problématique avec le mouvement MeToo dès le début, c'est qu'on mélangeait tout. Il m'a fait des avances et ça ne m'a pas plu, confondu avec un viol. C'est une pure invention concernant ma relation avec Gwyneth. Je ne lui ai pas mis la main dessus. Je ne l'ai pas touché. J'ai clairement tenté ma chance. Les accusations d'Ashley Judd sont ridicules. Je veux dire, j'ai trouvé un accord avec Rose McGowan. Je lui ai donné 100 000 $. Ne le dis pas à ma femme. Ne me mets pas dans l'embarras. Tout est confondu et tout cela a mené à l'idée que c'est moi qu'ils vont persécuter. Ils m'ont brisé. Ils m'ont brisé en deux. Il y a tellement de choses quand on lit les transcriptions qui défient le bon sens pour moi. J'ai demandé à ce qu'on fasse venir des tests au détecteur de mensonges en prison. Je sais qu'ils ne sont pas recevables, mais je veux que le monde le sache. Pour être honnête avec vous, je pense que beaucoup de gens vont entendre cette conversation. Candace, tu sais, une chose importante que je peux te dire, c'est que tu verras, ça va exploser. Définitivement. Tout ce que je peux dire, c'est définitivement. D'accord, passons à vos commentaires. Brittany Douglas écrit « Je viens d'entendre la transcription du tribunal concernant Cassie. Dans l'affaire Didi, et il pourrait utiliser son témoignage pour montrer que même après avoir été abusé,
il peut être normal de continuer à communiquer. Ou, dans son cas, d'avoir des relations sexuelles par la suite. J'ai beaucoup de sentiments à propos de cette affaire qui se déroule. C'est vraiment une affaire difficile où il faut compartimenter différents éléments. Tout d'abord, il est sans aucun doute, je veux dire évidemment très coupable de l'avoir abusé. Nous avons pu voir la violence domestique à la caméra. Et donc, c'est un élément que nous avons complètement confirmé. Rappelez-vous aussi que Cassie a rencontré Didi quand elle avait 19 ans. Et bien sûr, 19 ans, c'est légal, mais ce n'est pas un âge où le cerveau est développé. Donc, je pense qu'il y avait aussi un élément de manipulation. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas choisi d'entrer dans cette relation parce que, oh mon Dieu, c'est Didi et il est puissant. Et les femmes sont naturellement attirées par cela, vous savez, ce sentiment de puissance et qu'elle va être prise en charge. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette affaire et je vais le faire jeudi. Je vais rejoindre Yann pour parler des chiens qui n'aboient pas dans l'affaire Didi. Je veux juste dire que je ne considère pas du tout l'affaire Harvey comme comparable, principalement parce que ces femmes ont poursuivi Harvey. Et en plus, elles étaient largement majeures. Comme je l'ai dit, elles avaient entre 27 et 30 ans. Nous ne parlons pas d'une jeune femme de 19 ans qui travaillait sous son label, ce qu'elle faisait. C'est ça. On peut dire que les dynamiques de pouvoir n'étaient pas non plus équilibrées là-bas. Non, il s'agissait d'actrices qui cherchaient à se faire une place, lui demandèrent du travail, allaient le voir en lui disant qu'elles étaient au chômage. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Et c'est complètement différent, c'est pourquoi je vous encourage à revenir en arrière, si ce n'est pas déjà fait, et à regarder la série sur Harvey depuis le début, car vous verrez que je ne suis pas une partisane de ces femmes. Et je dirais que si l'une d'entre elles souhaite venir dans l'émission pour donner sa version des faits, qui ne peut pas être trouvée dans les transcriptions et les emails, peut-être que vous avez des emails qui n'ont pas été présentés au tribunal. Ma plateforme est la vôtre, mais après tout ce que j'ai vu, ma conclusion est que ce qui est arrivé à Harvey, dans la salle d'audience, ce n'était pas un acte de justice, mais plutôt un acte de justice sociale, ce qui n'est pas une véritable justice. Rad Trust, Rad Faith écrit « L'amour libre est un mensonge et il est en train de nous détruire. Si elle n'est pas ta femme, alors c'est la femme de ton voisin, sa sœur, sa mère, sa fille, mais plus encore, elle a été créée à l'image et à la ressemblance du Seigneur. La maîtrise de soi. Oui, Harvey est en prison parce qu'il n'a pas eu de maîtrise de soi. Mes amis, il n'y a aucun doute là-dessus. S'il est coupable de quelque chose, c'est d'avoir été idiot et de ne pas avoir été fidèle à sa femme. Et vous voyez tant d'hommes qui tombent à cause de cela. Tant d'hommes, des addictions à la pornographie, un sujet qu'Yann et moi avons abordé doucement il y a quelques semaines. Nous ne parlons pas assez de la culture de plus en plus pornographique dans laquelle nous vivons et de l'importance de la maîtrise de soi. Si vous ne vous contrôlez pas vous-même, qui vous contrôle, n'est-ce pas? C'est la question que vous devriez vous poser. Jérémie écrit « Je suis un converti assez récent au catholicisme, venant du protestantisme pentecôtiste. C'était mon premier conclave. Prions pour notre Père. Je me sens remarquablement optimiste, et je pense que c'est parce que mon mari l'est aussi. Jusqu'à présent, le pape n'a rien fait qui laisse penser qu'il est autre chose qu'un véritable croyant. Nous devons donc continuer à prier et tabemos papam. Nous avons un pape. Candace, Jérémie écrit, Army Sniper écrit. En tant que victime de fausses accusations par une femme qui ont failli me coûter ma carrière, tu es incroyable de faire cela. J'ai eu de la chance, mais beaucoup d'autres n'en ont pas. C'est absolument vrai. Cela détruit la vie des hommes. Je pense que si une femme est autorisée à porter plainte sous le nom de Jane Doe, alors l'homme devrait rester sous le nom de John Doe. Quelqu'un a proposé cela récemment dans les commentaires, et j'ai trouvé ça brillant. Je suis d'accord, et je pense qu'il devrait rester sous le nom de John Doe jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable. Pourquoi la vie d'un homme devrait-elle être ruinée dans la presse? Ou être ruinée parce qu'on peut enquêter sur une affaire sans savoir si la femme dit la vérité? Parfois, même si elle ne dit pas la vérité, la vie d'un homme est détruite, ce qui, selon moi, explique pourquoi Harvey Weinstein est en prison. Black Fatigue écrit « Bon retour. Yann a été un bon remplaçant pendant ton absence. Est-il probable qu'elle décrivait sa relation sexuelle consentie avec Pascal cette nuit-là et qu'elle ait simplement utilisé le nom de Harvey pour appuyer son mensonge sur l'événement? Je pense que cette femme a un passé très chargé de mensonges. Je pense qu'elle est folle. Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle pensait, mais je sais que c'est l'affaire que j'ai le plus hâte de suivre. Parce que c'est tout simplement ridicule. Il n'y a pas la moindre preuve qu'Harvey était même présent. Réfléchissez à ça. Il était même là et ils l'ont condamné parce qu'elle a pleuré au tribunal. C'est juste complètement fou. Et on dit que les femmes n'ont aucun pouvoir. Ali écrit « Tu nous manques. Félicitations pour ton magnifique nouveau bébé. Merci beaucoup, Ali. » Sarah écrit
J'ai 3 enfants et j'étais un zombie les premières semaines. Ils sont tous si grands. Bravo à toi, Candice. Crois-moi, j'étais vraiment dans cet état. Tu sais, les premières semaines sont vraiment difficiles, comme avec un nouveau-né, surtout si tu allaites exclusivement. Tu es juste épuisé. Je suis épuisée en ce moment. Je pense que nos corps entrent juste dans un rythme où tu te dis « tu ne vas pas dormir ». Alors, il faut juste continuer. Mais j'en parlerai plus en détail. Je vais vraiment faire un épisode sur mon histoire d'accouchement que vous allez adorer. Avant ça, les femmes aiment toujours une bonne histoire d'accouchement. Par exemple, quels étaient les signes que tu allais accoucher? J'ai une histoire d'accouchement très drôle qui a tout à voir avec des muffins et Walmart. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. On va probablement l'enregistrer et je le publierai peut-être la semaine prochaine, tant que c'est encore frais dans ma tête, parce que je ne veux rien oublier. Et puis, bien sûr, il faut que je vous parle du DOJ et de toute cette folie. J'ai vu des gens dans le chat demander « Qu'est-ce que j'ai raté? » Oui, allez voir ça. Oui, quelqu'un a essayé de me tuer. Sérieusement. Genre, il complotait pour me tuer dans un groupe de discussion avec 40 autres personnes. Et je ne connais pas leur nom parce que apparemment ils ne lui ont pas répondu. Mais je serais plus à l'aise si je connaissais leur nom. Et il a été arrêté et il a plaidé coupable. Donc oui, le FBI a intercepté ses communications et son complot pour me tuer. Alors vous avez l'impression que je m'inquiète tellement pour votre sécurité. Vous aviez peut-être une raison de vous inquiéter pour ma sécurité. Il allait me tuer à cause de mon passage chez Piers Morgan. Interview avec le rabbin Shmuley. C'était sa raison de vouloir me tuer. Complètement fou. Bref, la dernière personne qui a demandé ça, qui a essayé de te tuer, c'était Ryan Reynolds? Non, ce n'était pas Ryan Reynolds. Mais oui, vous pouvez vérifier ça. C'était dans la presse. Et je vous en dirai beaucoup plus à ce sujet. Quand je serai plus souvent à l'antenne en parlant de Ryan Reynolds, je reviendrai certainement vous parler demain. Très brièvement à propos du geste de Taylor Swift, je n'en revenais pas. Taylor Swift qui s'associe à Justin Baldoni et donne à la presse ce qu'elle doit savoir sur Peace. Blake Lively la menaçant, la poussant à sortir. J'ai 10 ans de messages textes. N'oubliez pas que j'ai 10 ans de messages textes pour la soutenir. Quelle époque folle! Et personne ne peut vraiment analyser ça ni toute cette dynamique. Et qu'est-ce qui a vraiment forcé Taylor Swift à sortir, à part moi? Donc je reviendrai demain pour vous en parler. Mais je vous rappelle que si vous souhaitez regarder l'interview de Harvey Weinstein, si vous voulez être les premiers à la voir, CandiceOwens.com dès maintenant. C'est entièrement en direct. Et encore une fois, je serai là plus tard cette semaine avec Yann pour parler de l'affaire Didi et des chiens qui n'aboient pas. Vous allez beaucoup me voir cette semaine. Je vais un peu faire mon retour cette semaine, puis je repartirai encore pour 2 semaines. Donc, on se retrouve à ce moment-là.